le film est sorti en octobre 1980, au siècle dernier. Et comme tous les films de Stanley Kubrick, qui déjà, depuis très longtemps, il était considéré comme un démiurge, un sorcier du 7e art. Tous ces films sortaient avec un battage médiatique, c'était toujours un événement cinématographique. Et on nous avait vendu Shining comme le film qui allait terroriser, qui avait déjà terrorisé l'Amérique et qui allait, cette vague de terreur allait déferler sur la France entière. Et donc, les amateurs de frissons allaient être comblés. Bon, je vais voir Shining, j'ai envie d'avoir la frousse, et je ressors de la projection perplexe. Stanley Kubrick s'adresse à l'inconscient du spectateur. Et comme tu sais, l'inconscient, c'est vraiment un puits sans fond dans lequel des pulsions, des fantasmes, bref, le refoulé met du temps à germer et à envoyer des signaux à notre perception, à notre conscience et donc à notre compréhension de choses qui, au premier abord, au premier visionnage, en parlant de ce film-là, ne nous frappent pas, ne nous sensibilisent pas. Ou alors elles nous sensibilisent, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, sur ces sensations. Comme je te l'ai dit, on ressent quelque chose qui est de l'ordre du bizarre, mais pas de la terreur en tout cas. Et pour que la terreur finisse par s'installer, il faut vraiment, comme tu le dis, que ça pénètre de loin en loin et que ça atteigne des couches souterraines de notre personnalité pour que les faits, à moyen ou à long terme, finissent par produire comme un déclic. Et c'est là que finalement, on perçoit la beauté, la complexité et toute l'horreur du Minotaure qui se cache au cœur du labyrinthe. Notre labyrinthe, qui fait écho au labyrinthe de Shining. Le mode opératoire de Stanley Kubrick pour écrire un film, c'était la lecture. C'est-à-dire qu'il lisait un nombre innombrable de livres, aussi divers et variés, sur tous les sujets, et peu à peu, il construisait une espèce de tour de Babel, un espèce de monstre imaginaire dans lequel il allait puiser des points focaux et catalyser des sources à partir desquelles il allait construire des séquences. Et il se trouve que deux livres ont retenu son attention, L'inquiétante étrangeté de Freud et La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Et c'est à partir de ces deux livres, qui sont des grands livres, des livres importants, il a construit son récit. L'inquiétante étrangeté, parce que qu'est-ce que c'est que l'inquiétante étrangeté de Sigmund Freud? C'est un livre qui explique comment, à partir de situations normales, du quotidien, du familier, eh bien, des choses dérangeantes vont surgir et peu à peu vont installer de l'incertitude, de l'angoisse et finalement virer au cauchemar. Alors, il l'explique dans la littérature, puisque le cinéma était encore à ses balbutiements à l'époque de Sigmund Freud, mais on peut, comment dirais-je, transposer le glissement progressif, et pour ça il fait appel à des livres cultes de la littérature, les contes d'Andersen, le Horla de Monterland, etc., qui font qu'à un moment donné, eh bien, quelque chose de paranormal surgit dans le normal, et tout bascule dans l'irrationnel.
Alors, la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim explique comment les contes de fées, loin d'horrifier les enfants, les mettent en présence de monstres fictionnels. Et ces monstres, ces ogres, ces dragons, bref, toutes ces choses issues d'un monde de contrefaçon, finalement, finissent par capter leur attention et créer chez eux leur propre récit. Et comment, à partir d'un récit qu'ils se construisent, ils peuvent le transposer dans la réalité, ce récit, et affronter les véritables monstres. Du coup, ça leur apprend à gérer leurs émotions et à affronter leurs propres monstres. Donc finalement, les ogres qu'on rencontre dans les contes de Perrault ou autres, eh bien, ce sont des monstres qui obligent les enfants à affronter leurs propres monstres et à affronter d'une manière adulte les monstres de la réalité. Donc, comment, à partir des monstres qu'on arrive à gérer soi-même dans son inconscient, d'accord? Eh bien, on arrive à affronter les monstres qui relèvent du conscient et devenir un adulte responsable. C'est ce qui arrive à Dany. Hein. Shining, l'enfant lumière de Stephen King. Et il y a des choses qui sont écrites et dites dans l'enfant lumière et qui sont suggérées, tout en n'étant pas totalement transposées dans Shining, le Shining de Stanley Kubrick. En fait, il n'a pas adapté le livre de Stephen King, il en a fait autre chose. Mais il a gardé des éléments sans pour autant les développer dans son récit, dans le récit de la fiction cinématographique. Et on apprend, un peu plus tard, dans le récit, dans Shining, que, eh bien, dans un passé récent, plus ou moins récent, dans un moment de colère, Jack Torrance a cassé le bras de son fils parce que celui-ci avait pris ses notes et les avait dispersées. On apprend que il s'est battu avec un élève. Ça, c'est dans le livre. Hein. C'est un professeur qui a été viré parce qu'il s'est battu avec un élève. Donc, c'est un homme violent qui a déjà maltraité son fils par le passé. D'accord? Avec sa femme, il n'est pas dans la bienveillance. Dire, il est condescendant, on verra qu'il est violent verbalement, et donc non. Sa femme le craint. Tout à fait. Sa femme le craint et son fils aussi d'une certaine manière. Donc elle est dysfonctionnelle parce que dans cette cellule familiale où on est censé avoir des rapports bienveillants, des rapports de civilité, eh bien la violence insidieuse règne. Il y a une histoire de la violence. Il y a une histoire de la violence, tout à fait. Et alors, ça c'est moi qui l'avance, mais ça fait référence à l'antipsychiatrie de David Cooper, qui était un psychiatre assez subversif, qui considérait que la cellule familiale, c'était l'endroit le plus dysfonctionnel. Hein, la cellule familiale, c'est la cellule de base de la société. Et une famille, au lieu d'élever un enfant, elle le formatait, elle l'écrasait au point d'en faire une cellule qui allait plus tard dysfonctionner dans la société entière. Enfin, dans le sens où la cellule familiale dysfonctionnelle est à l'image de la société entière qui est dysfonctionnelle, qui est aliénée. Et il allait beaucoup plus loin, il avait une formule radicale en disant que une famille, au lieu d'élever un enfant, elle le détruit. Et c'est exactement ce qui se passe dans Shining. Dans Shining, il y a deux mouvements. Il y a les mouvements très dynamiques de caméra. Hein, j'ai entendu sans doute parler de la Steadicam, cette caméra qui est portée par l'opérateur et qui suit Dany dans toutes ses déambulations dans l'hôtel Overlook, qui suit aussi Jack, qui suit tous les protagonistes. Hein. Donc tout ça, c'est très dynamique. Et puis il y a les face à face, hein, les champ contre champ, entre les protagonistes, entre
Wendy et Jack, entre Jack et Danny, entre Danny et les fantômes. Et à travers toutes ces chants contre chants, ces confrontations, le récit se construit, se fabrique, et justement passe du normal au paranormal. Voilà. Et comment toutes les identités, toutes les dissociations psychiques qui naissent, qui émergent, qui se construisent et se défont, font progresser ce récit du normal au paranormal. Un seul exemple, un des premiers chants contre chants du film, je crois que ça se passe un mois après l'installation de la famille Torrance dans l'hôtel Overlook. Wendy amène le petit déjeuner de Jack sur un plateau, il se réveille, et déjà, il est dans le miroir. Une espèce d'inversion spéculaire. Tout en parlant à Wendy avec ce côté un peu détaché, limite condescendant. Donc, ça, ce ne sont pas des choses qu'on voit tout de suite, mais qu'on ressent tout de suite. En plus, Stanley Kubrick, qui a su jouer avec ce visage de Jack Nicholson. Alors, une des deux conditions pour faire ce film, c'était avoir la Steadicam de Gareth Brown, qu'il avait trouvé extraordinaire, qui pouvait faire jouer à plein dans le labyrinthe de l'hôtel Overlook, et le Jack Nicholson, qui avec son sourire de squale, ce sourcil là tellement significatif, il voulait en jouer pour en faire du bon père de famille, le loup carnassier qui se révèle à la fin. Et on le voit déjà dans ce rapport qu'il a au miroir, eh bien, qu'il est déjà quelqu'un d'autre en fait, qu'il est déjà rentré dans le miroir. Come and play with us. Stanley Kubrick, c'est quand même un être, un cinéaste à part qui ne se contente pas de raconter une petite histoire de famille dans un manoir isolé au fond des bois. Il élargit le champ de compréhension et d'interprétation de sa fiction. L'hôtel Overlook est construit sur un cimetière indien. Et on sait que l'histoire des États-Unis, la conquête de l'Ouest, s'est construite sur le génocide des Amérindiens. Ça, ce n'est absolument plus contesté par les historiens. Bon. 1907, création de l'hôtel Overlook, d'accord? Voir toutes les références qui sont faites sur les décorations et les motifs amérindiens dans l'hôtel Overlook. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il n'y a pas que les Amérindiens qui ont été massacrés et persécutés. Hein. La communauté noire, entre autres, qui est une minorité qui a été persécutée, racisée, lynchée, mise en esclavage. Cette histoire d'ascenseur, ça renvoie à quoi? Alors ça, c'est une théorie que j'emprunte à Luc Le Bihan, qui a écrit un très grand livre, qui a le livre de référence sur Shining au miroir, et le sous-titre c'est surinterprétation. Justement, c'est là où je veux en venir. Parce que ce film propose des indices, ne donne pas de réponse, met à la disposition du spectateur plein de petites choses, mais n'en dit pas plus. Ce qui donne le flanc à tout un tas d'interprétations et même à des théories du complot les plus folles les unes que les autres. Donc, rappelle-toi, la dernière image, on voit Jack qui hilare en costume 3 pièces. Le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis, donc il y a un grand bal dans l'hôtel Overlook, et ça le renvoie à ce passé qui ne sera jamais dépassé, puisque il n'a jamais quitté l'hôtel, il a toujours été là, comme tous les fantômes de l'hôtel. Donc, 4 juillet 1921. 1921, ça correspond à quoi? Ça correspond à les années 20, ce sont les années où le Ku Klux Klan, qui est comme tu sais, une organisation suprématiste blanche, dont l'activité a été réactivée par le fameux film de Howard Griffiths, Naissance d'une nation. Et vraiment, dans les années 20, c'est vraiment là où il y a eu le plus grand nombre de violences, de lynchages contre la communauté noire. Et en 1921, il y a eu sans doute le plus grand lynchage et le plus grand massacre
dans la communauté noire, et ça a lieu à Tulsa, en Oklahoma. Et il se trouve que l'Oklahoma, c'est un État qui a été construit sur les restes des derniers territoires indiens qui ont été volés par les États-Unis, les derniers territoires qui avaient été octroyés par les États-Unis au XIXe siècle. Donc, ils ont été spoilés, et c'est sur ces restes qu'a été construit l'Oklahoma, qui est sans doute un des États les plus racistes et les plus réactionnaires des États-Unis. D'accord? Donc, la communauté noire qui avait fui le Texas, qui est sans doute encore plus brutal vis-à-vis de la communauté noire que l'Oklahoma, ils étaient venus en Oklahoma à Tulsa pour se réfugier. Et il se trouve qu'en 1921 a lieu un événement. Un jeune noir est accusé d'avoir agressé dans un ascenseur une jeune blanche. Il est arrêté, il est emmené au commissariat. Évidemment, la foule des blancs en colère envahit le commissariat, ça donne à des émeutes, un charge, 2000 maisons incendiées, entre 100 et 300 noirs tués, assassinés, une zone de guerre, sans doute le plus grand lynchage de toute l'histoire des années. À partir de quoi? À partir d'une dénonciation d'un jeune noir qui aurait agressé une jeune blanche dans un ascenseur, en 1921, comme par hasard. Stanley Kubrick ne fait rien par hasard. Voilà, une petite anecdote qui n'en est pas une, pour te donner une idée de comment Stanley Kubrick fait appel à l'histoire des États-Unis et comment il fait référence à un passé qui n'est toujours pas dépassé pour, comment dirais-je, mettre en scène une violence dans l'hôtel Overlook, cette violence qui fait écho à la violence de Jack Torrance. Come play with us, Danny. Forever and ever. Et donc film cerveau parce que évidemment il y a une dynamique dans Shining, mais c'est un film qui travaille le temps du spectateur et qui s'adresse à son inconscient. Or, le temps dans l'inconscient n'existe pas. C'est un temps qui répond à de multiples variables. De la même manière que le film de Stanley Kubrick répond à de multiples variables et à de multiples espaces-temps. D'accord? Et finalement, pourquoi film cerveau? Parce que, comme je le dis dans mon texte, c'est le cerveau de Stanley Kubrick qui est littéralement projeté sur la toile, et ce sont les circonvolutions de la psyché kubrickienne qui se retrouvent dans les circonvolutions et les détours du labyrinthe de Shining. Donc c'est Shining, c'est la projection mentale de la psyché de son démiurge Stanley Kubrick. Shining s'adresse à ton inconscient, la strate la plus profonde de ton cerveau, et Alien s'adresse de manière viscérale à tes tripes, à ce qui fait le plus peur, c'est-à-dire le corps. Car tout commence par le corps, en fait, au cinéma, et dans la vie, peut-être aussi, non?